Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi le droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous ne tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Ousmane Dembélé, il serait pas un peu con? Excusez-moi, hein, mais en regardant cette vidéo, on se dit tous que c'est pas le crampon le mieux vissé de la chaussure. Et le pire, c'est que ce n'est pas le seul. Je ne sais pas quel sport vous suivez, mais je suis sûr que vous êtes capable de nommer au moins un athlète qui est connu aussi bien pour ses performances sur le terrain que pour son attitude en dehors. Sur le coup, ça nous fait bien rire, mais au fil du temps, tout ça alimente une croyance assez populaire. Les sportifs professionnels seraient un peu limités, pour ne pas dire complètement débiles. Et c'est vrai qu'à première vue, certains sont difficilement défendables. Mais on va le faire quand même. On joue la 85e minute, le score est de 0-0, votre équipe vient d'obtenir un penalty, et c'est à vous de le tirer. Vous récupérez le ballon, vous le placez face au gardien, et là vous devez faire un choix. Quel côté je choisis? Vous doutez et vous changez d'avis 3 fois, alors que statistiquement, la réponse est évidente. Plein centre. Dans 98% des penalties, le gardien choisit un côté. Si vous partez plein axe, vous êtes presque sûr de marquer. Ce serait absurde de choisir une autre option, et pourtant, c'est ce que 83% des tireurs font. Ils choisissent un côté, priant pour que ce ne soit pas le même que le gardien. Et la raison est simple, par peur du ridicule. Si vous frappez plein axe et que le gardien arrête votre penalty sans bouger, on vous reprochera de n'avoir rien tenté, et vous aurez l'air idiot. Mais si vous choisissez un côté et que le gardien fait l'arrêt parfait, ce n'est pas vraiment de votre faute. Alors, qu'est-ce que vous décidez? À très haut niveau, le football, comme n'importe quel autre sport, se joue au moins autant avec la tête qu'avec les jambes. Ou pour le dire autrement, aucun athlète n'atteint l'élite de sa discipline sans des capacités mentales bien au-dessus de la moyenne. Le souci, c'est qu'en les écoutant parler, on se demande parfois où elles sont passées, mais c'est pas de leur faute, ou en tout cas, pas totalement. En fait, la majorité des prises de parole des sportifs se font dans ce qui est sans doute le pire contexte pour dire quoi que ce soit d'intelligent, les conférences de presse. Lorsque vous sortez du terrain, que vous êtes à la fois épuisé et plein d'adrénaline et que vous devez répondre à une série de journalistes qui vous demandent tous de décrire ce qu'il se passe dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez dire? All right, Jimmy. Yeah. Tell me how you feel and tell me how you're feeling about how you feel. I'm just. All right. And one more time. How'd you feel when you first started out there? I don't remember. See how stupid that sounds? En interview, la pertinence d'une réponse est largement conditionnée par celle de la question, et il n'y a rien d'étonnant qu'un échange de 30 secondes entre un journaliste pressé et un athlète épuisé débouche sur un contenu aussi pauvre. Mais ce n'est qu'une partie du problème, parce que même dans des interviews plus longues, réalisées dans de meilleures conditions, on a parfois l'impression d'entendre encore et encore les mêmes poncifs. Prenez quelques secondes pour réfléchir. Quelle est la dernière fois que l'interview d'un sportif dans un média traditionnel vous a réellement appris quelque chose? C'est pas facile, et comme les athlètes ne disent rien d'intéressant aux médias, on est tenté de conclure qu'ils n'ont rien à dire tout court. Sauf qu'il y a un paramètre que l'on oublie et qui biaise totalement la manière dont un footballeur ou un tennisman parle à la presse, c'est le média training. Quand on parle de média training, on s'imagine souvent que les athlètes apprennent des réponses par cœur, voire récitent un texte qu'un consultant leur a écrit, mais c'est pas si simple. Ça, c'est le programme d'une formation en média training suivi par un certain nombre d'athlètes français. Parmi ces élèves, on compte par exemple Sacha Zoya, qui est triple champion de France du 110 mètres haies. Si vous participez à cette formation, vous apprenez entre autres à maîtriser votre posture, votre regard, votre respiration lorsque vous parlez aux journalistes. Vous vous entraînez aussi à parler sur un plateau télé lors de fausses interviews et vous êtes coaché par des professionnels du milieu. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le but du média training n'est pas de vous rendre plus intéressant, c'est de vous éviter de passer pour un con. Et c'est nécessaire, en particulier pour les athlètes qui sont médiatisés très jeunes. Alors pour vous éviter la moindre boulette, on vous donne les codes, on vous apprend à ne rien dire de choquant, à donner aux médias ce qu'ils veulent, quitte à gommer votre personnalité. Et à grande échelle, si 1000 personnes suivent les mêmes consignes pour réaliser le même exercice, vous obtenez 1000 fois le même résultat. C'est frustrant pour le public bien sûr, mais aussi pour les athlètes, qui en réaction s'éloignent de plus en plus des médias traditionnels au profit de contenus moins formatés, où ils peuvent s'exprimer plus honnêtement. Je pense à des émissions diffusées sur Twitch, à des podcasts, à des formats longs publiés sur YouTube, bref, des discussions entre deux humains plutôt qu'une interview entre un sportif et un journaliste. Et c'est amusant de constater que ces contenus partagent un point commun. Dans 100% des cas, l'espace commentaire regorge de spectateurs agréablement surpris de découvrir une facette plus intéressante et plus réfléchie du sportif invité. Enfin, je devrais pas dire 100%, parce que même en les mettant dans les meilleures conditions, certains en disent toujours assez peu. Soit parce qu'ils sont plus réservés, soit parce qu'ils n'ont juste pas envie d'être là, mais ça n'en fait pas des imbéciles pour autant. Le problème, c'est qu'on a encore une vision assez étriquée de ce qu'est l'intelligence. Si je vous demande de penser à la personne la plus intelligente de votre entourage, je ne sais pas qui vous allez choisir, mais elle est sans doute assez cultivée, sans doute diplômée, et capable de formuler de belles phrases. C'est une manière assez réductrice de voir l'intelligence, et on va y revenir, mais admettons un instant qu'elle soit vraie. En 2009, l'UNFP a mené une enquête auprès de 688 footballeurs professionnels, leur demandant leur niveau d'études. 39% des répondants avaient un niveau équivalent au baccalauréat, et 11% un équivalent bac+2. Aussi faibles qu'ils puissent paraître, ces chiffres sont en nette augmentation d'année en année, et les clubs font de gros efforts à ce sujet, à l'image du PSG, dont 95% des jeunes obtiennent le bac.
En dehors de nos frontières, on pourrait aussi parler de Rodri qui, en plus d'avoir remporté le Ballon d'Or, a obtenu un diplôme en management pendant sa carrière. Ou de Katie Ledecky, diplômé de Stanford et 9 fois championne olympique. Ou même de Novak Djokovic, qui en plus de remporter 24 grands chelems, a trouvé le temps d'apprendre 7 langues différentes. Vous pouvez voir ça comme autant d'exceptions qui confirment la règle. Et c'est vrai, la majorité des sportifs ne brillent pas par leur performance académique. Mais ce qui serait triste, ce serait d'y voir la preuve d'un manque d'intelligence. Même après des décennies de recherche sur le sujet, vous aurez du mal à trouver 2 psychologues qui vous donneront la même définition de l'intelligence. Alors plutôt que de m'y risquer, je vais reprendre celle issue d'une des études les plus solides à ce sujet. L'intelligence est une capacité très générale qui implique entre autres choses la capacité à raisonner, planifier, résoudre des problèmes, penser par abstraction, appréhender des idées complexes, apprendre vite et apprendre de ses expériences. Ça n'a rien à voir avec une compétence académique ou la capacité à passer des examens. Cela reflète une capacité plus large et plus profonde à comprendre son environnement et à lui donner du sens, trouver ce qu'il faut faire. L'éloquence et les diplômes peuvent être des signes d'intelligence, mais ce n'en sont pas des conditions. La vitesse de réflexion, la capacité d'adaptation sont des facteurs au moins aussi importants, et ceux-là sont le propre des sportifs professionnels. En 2023, la Première Ligue a accroché une caméra sur le torse de Youri Tillmans pendant un match de pré-saison. À partir du moment où il reçoit le ballon, il a moins d'1 seconde pour choisir la meilleure option possible avant d'être étouffé par le pressing adverse. En un instant, il doit analyser la position de ses partenaires et des joueurs adverses, puis prendre une décision qui non seulement ne met pas en danger son équipe, mais en plus respecte le plan de jeu souhaité par l'entraîneur. La vitesse de traitement de l'information est tout aussi impressionnante au tennis, où quelques dixièmes de seconde suffisent aux joueurs pour lire la trajectoire de la balle, la position de l'adversaire, et à choisir le coup le plus adapté en fonction de ses faiblesses. Inscrivez Federer ou Tillmans sa question pour un champion, et il se ferait balayer par le premier candidat venu. Mais ça ne serait pas la preuve de leur infériorité intellectuelle. Si l'on ne considère pas qu'un prix Goncourt est idiot parce qu'il est incapable de choisir la bonne passe sur un terrain de basket, alors la réciproque devrait être vraie. Votre intelligence se développe en fonction de la nature des problèmes auxquels vous êtes confrontés. Et heureusement, ceux-ci ne sont pas limités aux 4 murs d'une salle de classe. En 1983, le psychologue américain Howard Gardner publie la théorie des intelligences multiples, une théorie selon laquelle il n'existerait pas une, mais 7 formes d'intelligence. Dedans, on retrouve des formes d'intelligence classiques, comme l'intelligence linguistique ou logico-mathématique, qui sont les plus sollicitées dans un cursus scolaire traditionnel. Mais à côté de ça, Gardner propose des formes d'intelligence plus surprenantes, comme l'intelligence spatiale, définie comme la capacité à se repérer dans l'environnement, ou encore l'intelligence kinesthésique, permettant de maîtriser finement les mouvements de son corps. Selon cette théorie, un nageur pourrait ne pas briller par son intelligence linguistique, mais se démarquer par son intelligence kinesthésique. Je vais pas vous mentir, la théorie de Gardner est aussi populaire que controversée. Populaire d'abord parce qu'avec cette forme d'intelligence, elle est suffisamment large pour permettre à tout le monde de se reconnaître dans l'une d'elles. Mais surtout, elle laisse de la place à des formes d'intelligence qui ne peuvent pas s'exprimer dans le système scolaire. Controversée parce qu'elle ne repose que sur de l'observation et non sur de la recherche. Et si l'on est réaliste, un enfant doté d'une intelligence logico-mathématique au-dessus de la moyenne dispose sur le papier de compétences plus recherchées qu'un autre dont l'intelligence serait plus kinesthésique. Parce que notre monde a plus besoin de médecins, d'ingénieurs et d'architectes que de footballeurs, de rugbymen et de danseurs. Et même au-delà de la sphère professionnelle, on peut admettre que certaines formes d'intelligence, comme l'intelligence interpersonnelle qui consiste à comprendre et communiquer avec les autres, sont plus importantes que de savoir utiliser son corps. La théorie de Gardner est séduisante, mais limitée. Heureusement, d'autres chercheurs se sont intéressés au lien entre performance sportive et intellect, et les résultats sont intéressants. En 2011, une équipe de 5 scientifiques a fait passer un test d'intelligence émotionnelle à un panel de 90 athlètes issus de différentes disciplines, et a comparé leurs résultats à ceux de 70 non-athlètes. Voici ce qu'ils concluent. Les résultats montrent que les mesures de tolérance au stress, de conscience émotionnelle, de contrôle des impulsions, de résolution de problèmes et d'empathie étaient significativement plus élevés chez les athlètes que chez les non-athlètes. Un sportif n'a pas qu'un meilleur contrôle de son corps, il est aussi un bien meilleur maître de ses émotions. Et ce n'est pas étonnant, vous vous souvenez du penalty que vous deviez tirer il y a quelques minutes ? Pour atteindre le très haut niveau, tous les sportifs ont dû apprendre à gérer ce type de situation. Et c'est souvent l'intelligence dont ils font preuve dans ces moments qui conditionne leur carrière. La capacité à rester maître de soi dans l'adversité est fondamentale à très haut niveau. Mais dans notre vie à tous, ce n'est pas la première faculté que l'on évoque au moment de définir l'intelligence. En fait, malgré tous nos efforts pour élargir notre vision du sujet, on en revient toujours à 2 lettres qui agacent autant qu'elles fascinent, le QI. Le QI, c'est notre baromètre de l'intelligence. Culturellement, nos modèles d'intelligence sont aussi ceux avec les QI les plus élevés. Et si l'on se moque bien de savoir si Einstein était doué d'une solide intelligence émotionnelle, quelqu'un dont le score est plus modeste ne sera presque jamais considéré comme intelligent, peu importe ses autres facultés. Ce n'est pas un modèle infaillible, mais puisque c'est le plus populaire, on va l'utiliser. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est fortement corrélé à la performance sportive. Au hand, au foot et dans tous les autres sports auxquels la science s'est intéressée, la conclusion est la même. En moyenne, les athlètes les plus performants sont aussi ceux avec le QI le plus élevé. Et ça ne devrait pas être une surprise quand on sait que le QI mesure entre autres la vitesse de traitement de l'information ou la visualisation spatiale, des qualités que l'on s'attend à retrouver dans le sport de haut niveau. Alors est-ce que ça veut dire que les athlètes sont tous des génies ? Non, bien sûr que non. Si certains accèdent au très haut niveau grâce à leur capacité intellectuelle, d'autres y arrivent en dépit de celle-ci.
Mais ce n'est pas propre au sport. Regardez votre entourage, vos fréquentations, vos collègues, et vous verrez que l'intelligence ou les intelligences ne sont pas réparties en quantité égale. Vos capacités intellectuelles sont un mélange de votre éducation, de vos habitudes de vie, de votre patrimoine génétique, et de tout un tas d'autres paramètres qui peuvent aboutir à un génie qui fait de la boxe, ou à un idiot qui fait du marketing. Le sport est accessible à tous, mais en moyenne, le très haut niveau n'ouvre ses portes qu'à ceux qui ont quelque chose en plus. Physiquement bien sûr, mais aussi dans la tête. Et c'est ce double accomplissement qui en dérange certains. Les athlètes incarnent un modèle de réussite, mais pour chaque personne inspirée, une autre se sent menacée. Je crois qu'une partie de l'idée selon laquelle les sportifs sont tous idiots repose sur de la jalousie. Les réduire à ce qu'ils font sur le terrain est facile. Vous pouvez les mettre dans une boîte et vous convaincre qu'en dehors de celle-ci, ils ne valent pas grand-chose. Vous ne serez peut-être jamais aussi riche ou célèbre qu'un footballeur, mais vous pouvez vous rassurer en vous disant que vous avez la tête mieux remplie. Et c'est triste, parce que cette comparaison n'a pas lieu d'être. On ne peut pas envier le succès de quelqu'un sans envier le prix à payer pour l'atteindre. Et en prenant en compte tout ce que cela représente, vous n'échangeriez sans doute pas votre vie contre celle d'un sportif professionnel. Elle n'est pas meilleure ou moins bonne, elle est anormale. Et comme tout ce qui sort de l'ordinaire, elle fascine, mais attise aussi les jugements de valeur hâtifs. Un mensonge peut faire le tour de la Terre, le temps que la vérité mette ses chaussures. Ce n'est pas de moi, même si j'aurais beaucoup aimé, mais c'est de ce mécanisme que le sport de haut niveau est victime. Dire que les athlètes sont tous idiots, c'est facile, et cela confirme quelques exemples que l'on a tous en tête. La nuance et l'empathie demandent peut-être plus d'efforts, mais il n'y a que comme ça que l'on peut saisir la complexité de ces parcours et rendre justice à ceux qui les empruntent. Le sport de haut niveau, comme toutes les formes d'excellence, est l'expression d'une forme d'intelligence. Ce n'est peut-être pas la vôtre, ni la mienne, mais c'est la leur. Soyons assez intelligents pour faire l'effort de la comprendre. On se revoit dans 3 semaines.